C'est bienvenue dans la suite du corrigé 2021, session de rattrapage, option sciences maths. Dans cette deuxième partie, je vais traiter la partie consacrée aux ondes et au nucléaire. Comme les dernières années, cette partie souvent donnée sous forme de QCM, tout question de réponse, vrai ou faux. Donc on vous dit le caractère ondulatoire est établi depuis plusieurs siècles. On vous dit, qui montre par analogie que avec les ondes mécaniques, que la lumière peut être décrite par une onde. Donc, une onde, est-ce qu'elle peut être décrite par une onde mécanique? Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est une fausse réponse parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique et non pas une onde mécanique. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide, alors que la lumière peut se propager dans le vide. Ensuite, question 2, Fresnel a exploité un phénomène de diffraction de la lumière, donc on est dans le visible, par un fil de fer. On vous dit quel est l'ordre de grandeur du diamètre. Bon, il faut savoir que la lumière, l'onde, il est comprise entre 0,4 et 0,8 micromètres, et la diffraction, normalement, on peut l'observer pour un diamètre de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire on peut dire entre 0,4 et 0,8, mais on peut aller jusqu'à 100 fois la longueur d'onde. Donc on peut, pour un diamètre compris entre 40 jusqu'à 80 micromètres, on peut toujours observer la diffraction par la lumière visible. Donc on vous dit pour les affirmations, parmi les affirmations suivantes, combien y a-t-il d'exact? Donc première affirmation, on vous dit la lumière est une onde transversale, ça c'est vrai, dont la célérité est la même dans tous les milieux transparents. Par contre, ça c'est faux. Donc la célérité, vous voyez V est égal à C sur N. Donc un milieu qui est caractérisé par un indice N, sa célérité va être différente bien sûr par rapport au vide. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un milieu transparent, c'est un milieu où l'onde peut se propager sans atténuation. Donc un milieu transparent est caractérisé par un indice, donc dans chaque milieu d'indice N, la lumière va avoir une vitesse différente. La lumière monochromatique d'un laser est constituée de radiation d'une seule longueur d'onde, ça c'est vrai, mais plusieurs fréquences différentes. Non, chaque longueur d'onde est associée à une seule fréquence, bien sûr, ça aussi c'est faux. La dispersion de la lumière blanche par un prisme montre que l'indice varie avec la fréquence. Ça c'est vrai, avec la longueur d'onde de la fréquence, c'est la même chose. Le vide est parfaitement non dispersif, c'est tout à fait vrai parce que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, donc le milieu est non dispersif. D'ailleurs, c'est le seul milieu non dispersif qui peut exister, c'est le vide. Bien, maintenant, on va passer à la diffraction. On vous dit par mesurer la longueur d'onde d'un laser émettant une lumière monochromatique. On va réaliser l'expérience suivante et on a mesuré θ en fonction de 1 sur A. Pour différentes valeurs de A, on mesure l'angle θ sur lequel on observe la tâche centrale. On vous donne la distance D, 2 mètres, et on vous dit, voilà, la figure 2 représente θ en fonction de 1 sur A. Déterminer graphiquement la longueur d'onde. Bon, là, il suffit d'abord de déterminer l'équation théorique entre θ et 1 sur A. Vous savez que θ est égal à lambda sur A. Donc, θ, c'est lambda fois 1 sur A. Donc, c'est une constante K fois lambda. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine. Vous voyez bien, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, la pente, c'est K. La pente, c'est lambda. Donc, la pente de cette droite, c'est la longueur d'onde. Donc, on va calculer la pente. On va prendre, par exemple, ce point. Et la pente, c'est 15 divisé par 25. Mais il faut faire attention à ces chiffres-là. Donc, c'est 15 fois 10 moins 3 divisé par 25 fois 10 puissance 3. Et ça vous donne 600 nanomètres, soit 0,6 micromètres. Donc, c'est dans les visibles. Donc, c'est une longueur d'onde qui appartient au visible. Question suivante, on place dans le même dispositif un fil de diamètre A1 inconnu. On vous dit la largeur de la torche centrale, c'est 4 cm, déterminée A1. Je vous donne deux méthodes. Soit en utilisant directement le graphe précédent, je vais calculer θ pour ce diamètre-là. Donc θ, c'est L sur 2D directement. Donc, c'est L1 sur 2D, c'est 4, 10 moins 2 divisé par 2 fois 2. Donc, ça me donne 4 sur 4, ça me donne 10 moins 2, ça veut dire 10 fois 10 moins 3. Donc, 10 fois 10 moins 3 radians. Je vais sur la courbe, j'ai 10 fois 10 moins 3, c'est ce point. Donc, pour ce diamètre, voilà 1 sur A. Et donc, je peux mesurer directement le diamètre graphiquement. Donc, je vois ici 16,5.
Donc, je vais écrire 16,5 10 puissance 3 est égal à 1 sur A. N'oubliez pas ce facteur 10 puissance 3. Donc, 16,1,5 10 puissance 3 est égal à 1 sur A. Donc, ça me donne A égale à 60 micromètres. Voilà la première méthode. Ou bien, vous utilisez la relation θ est égal à lambda sur A, qui est égal à L sur 2D. Donc, petit a est égal à 2 lambda D sur L. Donc, on connaît lambda, on vient de le déterminer. On connaît D, on connaît L1. Là aussi, vous faites l'application numérique. Vous allez trouver aussi la même valeur, 60 micromètres. Et vous notez que on obtient, donc ça peut vous donner une idée sur la réponse à la question précédente. Vous voyez bien que si A ici, c'est 60 micromètres, c'est à peu près 10 fois. Donc 10 fois la longueur d'onde. Je rappelle, lambda, c'est 600 micromètres. C'est bien ça. Non, c'est 0,6 micromètres, pardon. Donc 0,6 micromètres. Si vous multipliez par 100, ça vous donne 60 micromètres. Donc c'est 100 fois lambda. Hein, c'est 100 micromètres. Lambda, c'est 0,6 micromètres, pardon. Donc, si vous multipliez 0,6 fois 100, vous allez trouver 60 micromètres. Donc, vous voyez, avec une fente de l'ordre de grandeur 100 fois lambda, on arrive à observer le phénomène de diffraction. Donc, on peut aller jusqu'à quelque ordre de grandeur de lambda, on peut aller même jusqu'à 100 fois lambda, on observe toujours la diffraction avec la lumière. On passe au nucléaire, donc c'est un exercice aussi, je dirais, parmi les classiques. On va utiliser la fission, on va étudier la fission de l'uranium. On va dans la masse de l'uranium, du noyau de l'uranium. Vous avez la masse de sélénium, Se, et la masse du neutron, et ainsi de suite. On vous dit la production de l'énergie dans un réacteur est basée sur la fission de l'uranium 235. Lorsqu'un neutron heurte un noyau, un neutron va frapper sur un noyau, il va donner la formation d'un noyau de césium et de sélénium. Pardon. Et des neutrons. Question, écrire l'équation de la réaction. Bon, on vous dit le neutron plus l'uranium, donc césium plus sélénium plus X neutrons. Conservation de A, vous allez trouver facilement X égale à 5. Donc, plus 5 neutrons. Calculer en joules l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium. Bon, classique, le défaut de masse fois 931,5 en mégaélectronvolts. On va le multiplier tout de suite par 1,622 10-13 pour trouver en joules. Donc, vous remplacez, vous allez trouver à peu près, sauf erreur, 2,7 10-11 joules. Donc ça, c'est la fission d'un noyau. Il va libérer 2,7 10-11 joules. Bien. Maintenant, on vous dit un réacteur utilise l'uranium 235 activé à 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi 100 noyaux d'uranium 235, il y en a 5 qui sont activés. Ça veut dire 5 qui vont participer à la radioactivité. Les autres sont inactifs. Déterminer en unité de joule l'énergie produite par 1 kg activé à 5%. Donc, première chose, il faut déterminer le nombre de noyaux dans 1 kg. Bon, le nombre de noyaux dans 1 kg, c'est la masse divisée par la masse d'un noyau. Donc, c'est 1 kg divisé par la masse d'un noyau qui est donné ici. Voilà, c'est 200 d'uranium. C'est 234,9935 U et U, voilà, en kilogrammes. Donc, je dois le multiplier par 1,6605 10-27. Et ça vous donne ça. Voilà le nombre de noyaux dans 1 kg d'uranium. Bien. C'est pas tous ces noyaux ne sont pas actifs. Il n'y a que 5% qui sont actifs. Donc, le nombre de noyaux actifs, c'est 5 sur 100 fois N. Maintenant, quelle est l'énergie libérée par 1 kg? J'ai déterminé le nombre de noyaux dans 1 kg. Chaque noyau actif libère une énergie de delta E. Donc, le nombre de noyaux actifs, qui est 5 sur 100 fois N, va libérer une énergie E. Donc, E est égal à 5 sur 100 multiplié par N, qui est la masse divisée par la masse de noyau, ou bien cette quantité-là. Donc, je vous laisse le soin. Il faut bien sûr multiplier par delta E, et delta E, c'est 2,7 10-11 joules. Et ça me donne une énergie qui est libérée de l'ordre de 3,5 10 puissance 16 joules. Bon, il y a beaucoup de calculs, refaites le calcul. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, mais la méthode, elle est là. Il vous reste juste à revérifier l'application numérique. Très bien. Donc là, il suffit juste de ne pas se tromper, de calculer le nombre de noyaux dans 1 kg et de savoir que uniquement 5% sont actifs. Ça veut dire sur 100 noyaux, il y a 5 qui vont contribuer à la radioactivité. Bien.
Maintenant, on vous dit une centrale nucléaire fournit une puissance électrique, hein, c'est puissance électrique qui est égale à 1450 mégawatts, c'est-à-dire 10 puissance 6 watts. On vous donne le rendement, 34%, et on vous dit déterminer la masse d'uranium activée à 5%, utilisée par ce réacteur en une année. Donc la première chose, c'est de déterminer la puissance nucléaire de cette centrale nucléaire. Je rappelle le rendement, c'est la puissance électrique divisée par la puissance nucléaire ou bien puissance calorifique. Donc la puissance nucléaire, c'est la puissance électrique divisée par 0,34 et ça va vous donner 4264,7 mégawatts. Donc ça, c'est la puissance de ce réacteur. Or, la puissance, c'est quoi? C'est l'énergie divisée par le temps. Donc, je peux déterminer l'énergie libérée pendant une année en multipliant la puissance par une année. Et une année, c'est 365,25 jours multiplié par 24 heures. Et chaque heure, c'est 3600 secondes. Voilà. Or, on sait qu'un kilogramme nous donne 3,5 10 puissance 16 joules. On vient de les déterminer. Et donc, une masse M va donner cette énergie-là. Petite règle de 3 là aussi. Donc la masse, ça sera la puissance fois 365 fois 24 fois 3600 divisé par 3,5 10 puissance 16. Ça va vous faire une masse de 3,8 kg. Toujours sauf erreur de calcul, il y a trop de calculs. Mais la méthode, elle est claire, c'est la méthode qu'il faut suivre. Donc voilà pour cette deuxième partie qui est consacrée à la partie onde et la partie nucléaire. À très bientôt pour la partie électricité. Voilà, comme d'habitude, bien sûr, essayez de partager ces vidéos avec vos amis pour les aider à bien préparer leur baccalauréat. Bonne chance à tous et à bientôt.